Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Ses camarades centristes lui demandaient avec insistance. Finalement, Jean-Louis Borloo fait un pas de plus vers 2012. Il affirme dans un entretien à paraître demain dans La Voix du Nord sa volonté d'être candidat pour, je cite, gagner l'élection présidentielle. Il précise néanmoins qu'il officialisera cette candidature entre l'été et l'automne. Émotion et colère dans la commune de Joué-les-Tours en Indre-et-Loire. Une fillette de 8 ans est décédée et 7 enfants sont grièvement blessés après avoir été fauchés par une camionnette de la gendarmerie. Le conducteur, actuellement en garde à vue, dit avoir glissé sur une flaque d'huile. Le président Sarkozy demande qu'une enquête soit menée le plus rapidement possible pour déterminer les causes de l'accident. C'est la première puissance industrielle à renoncer au nucléaire civil depuis la catastrophe de Fukushima. L'Allemagne stoppera ses derniers réacteurs en 2022. Cette décision provoque le débat en France. Ce n'est pas notre choix, affirme François Fillon, mais le nucléaire, c'est malgré tout invité dans la campagne. Débat à suivre dans ce journal. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Il y a quelque temps, Jean-Louis Borloo affirmait que le centre aura bien un candidat en 2012. Dans un entretien à paraître demain dans La Voix du Nord, le président du Parti radical affirme sa volonté d'être candidat pour gagner la présidentielle. C'est donc un pas de plus vers 2012. Mais Jean-Louis Borloo précise dans ce même entretien qu'il se prononcera officiellement sur cette candidature entre l'été et l'automne. En ligne avec nous, le sénateur et président de la gauche moderne qui a justement rejoint cette confédération des centres. Jean-Marie Bockel, bonsoir. Bonsoir. D'abord, pour vous, est-ce que c'est un oui franc, une candidature officielle ou encore la valse hésitation qui se poursuit? Ce n'est sûrement pas la valse hésitation, mais c'est une démarche en deux temps, comme d'ailleurs tous les candidats crédibles aujourd'hui et dont tous les Français ne doutent pas qu'ils sont candidats, mais qui n'ont pas encore annoncé leur candidature. Donc ça n'a rien, je dirais, d'original ou de difficile à comprendre. Il faut d'abord construire sa candidature, faire preuve de détermination, porter un projet, aller au contact des Français. Au fond, Jean-Luc Borloo a été très occupé depuis quelques mois par la constitution de l'Alliance républicaine, cette confédération qui réunit plusieurs formations, Parti radical, Nouveau Centre, Gauche moderne, le parti de Charette. Et maintenant que cette étape est derrière nous, depuis notre convention de la gauche moderne de samedi dernier, il est maintenant totalement, je dirais, engagé dans cette démarche. Bon, quand vous dites, Jean-Marie Bockel, juste quand vous dites totalement engagé, c'est dire qu'il est votre candidat naturel du centre pour 2012 ? Bon, le candidat naturel du centre, ça fait des mois que nous disons qu'il l'est et que lui le reconnaît. Il a fallu simplement qu'il prenne le temps de la réflexion et ça c'est normal parce qu'une candidature, je dirais, sérieuse à la présidentielle, c'est quand même une sacrée affaire. Il sait que il va prendre des coups, il sait qu'il va être en première ligne, il sait que ça va être dur. Donc c'est normal qu'il s'y prépare. Moi j'ai le sentiment que sa détermination est très grande, que maintenant, comme il le dit d'ailleurs dans cette interview, il va se préparer de manière très Justement, Jean-Marie Bockel, vous étiez avec lui il y a quelques minutes, il y a quelques instants. Vous dites que sa détermination est intacte et sa volonté, son désir d'y aller également? Mais absolument, tout cela va de pair. Vous savez, Jean-Luc Borloo, j'ai le sentiment que je commence à le connaître un peu, que c'est quelqu'un qui chemine, qui prend son temps, sa réflexion progresse, il pose des questions. Quand il a des hésitations, il les exprime, c'est bien naturel, c'est un être humain. Mais une fois que c'est mûr, une fois que c'est prêt, et moi je l'ai senti évoluer depuis quelque temps, à ce moment-là, rien ne peut l'arrêter. Il est dans cet état d'esprit, il n'est pas non plus dans la précipitation. Merci. Encore moins dans l'agressivité, il va faire une campagne extrêmement positive et il va s'adresser aux Français. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel pour toutes ces précisions. Et donc Jean-Louis Borloo qui précise dans un entretien à paraître demain dans La Voix du Nord qu'il se prononcera officiellement sur cette candidature entre l'été et l'automne. Son entourage fait également pression pour qu'elle y aille. Martine Aubry est présentée comme une présidentiable de poids par ses soutiens. La première secrétaire du PS, pas encore candidate aux primaires socialistes, multiplie les déplacements, comme ce soir en Seine-Saint-Denis. Difficile de ne pas y voir un air de campagne. Élysée Cardy. Premier meeting après adoption du projet socialiste. Au Lilas, en périphérie de Paris, Martine Aubry accueillie sous les acclamations.
Mais sur ses intentions à se porter candidate aux primaires, toujours les mêmes ressorts. Vous savez, ça fait 1 an que vous me posez la question, donc vous pouvez vous la poser encore un certain nombre de jours. Un peu plus que d'habitude. Je continue mon travail, comme je l'ai toujours fait, en m'adressant aux Français et en leur disant « nous avons des propositions, c'est l'essentiel ». Martine Aubry veut garder le suspense, mais chez les militants, on s'y voit déjà. Voir une femme, non seulement la gauche au pouvoir, mais en plus, c'est un plus qu'une femme. J'essaie d'y croire, oui, mais j'ai une nature assez rêveuse. Mais pour tous les candidats, il faudra passer par la case primaire. Et là aussi, certains craignent que ça se bouscule au portillon. J'espère que ceux qui ne seront pas classés en première ou premier, qui joueront le jeu, voilà. Pour la fin du suspense, il faudra attendre le 28 juin au minimum, date officielle de dépôt des candidatures aux primaires. Et c'est la première puissance industrielle à renoncer au nucléaire civil depuis la catastrophe de Fukushima. L'Allemagne stoppera ses derniers réacteurs en 2022. Cette décision provoque le débat en France. Ce n'est pas notre choix, affirme François Fillon. Mais le nucléaire s'est malgré tout invité dans la campagne. Marie Brémaud. Après 7 heures de négociations cette nuit, la nouvelle est tombée. L'Allemagne sortira du nucléaire d'ici à 2022. Dans les 10 ans à venir, les 17 réacteurs allemands fermeront définitivement. La chancelière allemande Angela Merkel, entourée de ses partenaires au sein de la coalition gouvernementale, a décidé du calendrier, répondant ainsi aux attentes d'une partie de l'opinion publique allemande, hostile à l'énergie atomique. Ces derniers jours, les antinucléaires avaient d'ailleurs redoublé d'efforts pour faire entendre leur voix. Angela Merkel assume cette décision politique, conséquence directe du traumatisme provoqué par l'accident de la centrale de Fukushima. Déjà en mars, 7 réacteurs, les plus anciens, étaient mis hors tension suite à la catastrophe japonaise. C'est donc une nouvelle impulsion qui est donnée à la politique énergétique outre-Rhin. L'Allemagne mise sur des économies d'énergie, le développement des éoliennes et la création de nouvelles centrales à gaz et au charbon. Et sur ce thème, nous avons rejoint sur le plateau notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Francis Saurin, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes journaliste scientifique et directeur du pôle information de la Société française d'énergie nucléaire. Merci d'être avec nous. Également avec nous ce soir, Denis Baupin, bonsoir. Bonsoir. Adjoint à la mairie de Paris, vous êtes en charge du développement durable, de l'environnement et du plan climat. Alors il y a les conséquences politiques que nous allons étudier de cette décision allemande. Il y a aussi les conséquences économiques. D'abord Jean-Louis, est-ce que l'Allemagne elle a les moyens concrètement de cette décision ambitieuse? Alors, aucun document pour l'instant parvenu de Berlin nous apporte une démonstration circonstanciée, parce que se retirer du nucléaire en 10 ans, c'est une décision extrêmement importante, qui méritait, et qui a peut-être été fait, mais il n'est pas connu, un calcul économique de grande envergure, c'est-à-dire qu'on va falloir déclasser des capacités de production, il va falloir créer de nouveaux réseaux de branchement qui va financer tout cela. Et on va s'apercevoir d'ailleurs peut-être dès l'hiver prochain si ce défi, parce que c'est un véritable défi, va être tenu. C'est-à-dire que donc on aura, disons, des pointes de consommation extrêmement élevées. Est-ce que véritablement les Allemands commenceront, alors ils ont un petit peu commencé puisqu'ils ont arrêté leur plus vieille centrale à la mi-mars, mais est-ce qu'ils commenceront véritablement à diminuer leur capacité nucléaire ou bien est-ce qu'ils trouveront spontanément des alternatives énergétiques dans les mois qui viennent? Donc le vrai rendez-vous, ce sera cet hiver pour savoir si ils feront ce qu'ils disent aujourd'hui. Alors justement, ce qu'ils disent aujourd'hui, Francis Saurin, est-ce que cette décision vous a surpris ou est-ce que c'était dans les tuyaux, comme on dit? C'était un peu dans les tuyaux, puisque cette décision était envisagée depuis plusieurs années. Ensuite, Angela Merkel était revenue sur cette décision et avait décidé de prolonger la durée de vie de certaines centrales nucléaires. Elle revient à ce qui était prévu initialement. Et on peut se demander pourquoi ce revirement subit maintenant. Bien évidemment, Fukushima est passé par là. L'accident japonais a très légitimement entraîné une vague d'émotions et de réticence vis-à-vis du nucléaire. Et Madame Merkel, je pense qu'on peut le dire, surfe un petit peu sur cette vague-là, pensant que sur un plan électoral, ce serait bénéfique pour elle, parce qu'il faut bien dire que l'opinion publique en Allemagne, dans son ensemble,
et On peut appeler les plutôt, choses par leur nom, plutôt ça peut être antinucléaire. aussi une manœuvre politique. Oui. Alors, Je suis toujours ça vous surpris fait d'entendre sourire, ces je vois, commentaires parce que je veux dire, le bilan économique du tout nucléaire au Japon, ils le font aujourd'hui. C'est-à-dire que les conséquences économiques du choix du nucléaire, là, aujourd'hui, et les conséquences politiques pour le Premier ministre japonais du choix du nucléaire, il le fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut évaluer avec un regard plus ou moins franco-français ce qui est en train de se passer en Allemagne. D'habitude, d'ailleurs, on jalouse plutôt l'Allemagne sur ses réussites. Et puis tout d'un coup, oublier, faire comme s'il n'y avait pas eu aujourd'hui la réalité du prix politique, humain, économique de l'accident de Fukushima, qui dit que les évaluations qu'on a pu faire jusque-là de ce que ça coûtait réellement le nucléaire étaient très largement sous-évaluées. C'est-à-dire que de fait, après Tchernobyl, après Three Mile Island, aujourd'hui on a une catastrophe nucléaire dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences, mais qui d'un point de vue économique, sur la récession que connaît le Japon, sur la récession même qu'elle va entraîner éventuellement sur l'ensemble de la planète, sur les conséquences politiques que ça entraîne. Là, on a une vraie évaluation et je pense que quand on regarde une balance, en général, il faut regarder les avantages et inconvénients et que ça serait bien de ne pas oublier qu'il y a réellement des conséquences du nucléaire qu'on peut aujourd'hui évaluer beaucoup plus clairement. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il faut faire la balance des avantages et des inconvénients. Alors faisons la balance des avantages et des inconvénients, et notamment sur le plan économique, puisque vous avez abordé la question. En ce qui concerne la France n'a pas de charbon, pas de pétrole, pas de gaz. Pas d'uranium non plus. Nous avons la maîtrise de réserve d'uranium, de 225 000 tonnes d'uranium dont nous sommes propriétaires par l'intermédiaire d'Areva. À l'étranger. Absolument. Ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas prendre raisonnablement. Nous avons la maîtrise de cet approvisionnement en uranium. C'est comme si vous disiez que les États-Unis étaient propriétaires du pétrole de l'Arabie Saoudite. Il faut 35 années de consommation pour notre parc nucléaire. Pour que les téléspectateurs comprennent, quand vous dites que la France, un instant, n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz, n'a pas de charbon, c'est-à-dire que pour vous, raisonnablement, la France ne peut pas prendre maintenant la même décision que l'Allemagne. Je crois pas. Je crois que ce serait une très grande erreur. Je reviens quelques instants sur les aspects économiques. Savez-vous que si la France n'avait pas de programme nucléaire et devait produire l'électricité produite par son parc nucléaire avec du gaz, c'est ça qu'on ferait, on n'achèterait pas de charbon ou de pétrole, on achèterait du gaz à l'étranger, ça coûterait chaque année entre 20 et 25 milliards d'euros. Autrement dit, donc c'est le double de ce que nous payons déjà en termes de pétrole. Entre 20 et 25 milliards d'euros que la France aurait à sortir, en plus de ce qu'elle paye pour le pétrole, que la France aurait à sortir de sa poche, si je puis dire, pour le donner à l'extérieur en royalties pour acheter son gaz. C'est incroyable d'entendre ces discours aussi. Citez-moi votre chiffre. Le coût de la catastrophe de Fukushima, combien vous l'évaluez ? Non mais une catastrophe nucléaire, ça coûte combien? Puisque vous faites du calcul économique. Dites-nous le coût, si on réintègre le coût d'une catastrophe nucléaire dans le bilan du nucléaire en France, si on réintègre le coût du démantèlement, si on réintègre le coût des déchets nucléaires, c'est-à-dire tout ce qu'on va gérer aux générations futures, combien ça coûtera? Je pense que vos calculs, ce sont des calculs qui sont basés sur de fausses affirmations. Et en plus, le débat n'est pas simplement entre le gaz et le nucléaire. Excusez-moi, c'est important quand même de se prendre en compte. C'est aussi en fonction des alternatives que l'Allemagne va mettre en place, c'est-à-dire sur la diminution de la facture énergétique et sur le plan des renouvelables. On va laisser répondre, on va laisser l'éclairage de Jean-Louis. Je veux dire, on remarque à travers ce débat que la question nucléaire va rebondir en France et on n'imagine pas que les autorités allemandes ayant pris cette décision et qui est une décision très importante. Je ne parlais pas du problème structurel du nucléaire, comme vous le soulignez, je parlais du problème technique et financier pour les quelques années qui viennent, de la reconversion, qui est un problème tout à fait différent. Mais qui se pose aussi pour le Japon. Non, bien sûr, mais qui se... Oui, mais... Dans des conditions qui sont les conséquences d'un choix nucléaire. Or, on ne voit pas comment, quand on dit à son peuple, le nucléaire est dangereux, je ferme dans 10 ans, comment il ne s'exercerait pas dans les années, dans les mois qui viennent, des pressions importantes sur la France pour qu'elle assouplisse son programme nucléaire. Donc ça va être un élément très important, à mon avis, du débat franco-allemand des prochains mois, qu'on soit pour ou qu'on soit contre le nucléaire. Ça va être un élément politique important, même pour la campagne électorale qui vient, qui va être donc, qu'il faudra prendre en compte. Juste un élément important aussi pour les téléspectateurs, combien les Français payent leur électricité par rapport aux Allemands? Alors, un Français paye son kilowattheure électrique
13 centimes d'euros. En tant qu'usager, mais pas en tant que contribuable. En tant que contribuable, il paye beaucoup plus cher pour pas payer du tout. toutes les conséquences en matière de sécurité, en matière de démantèlement, en matière de gestion des déchets, en matière d'accidents quand il y en aura un. Donc tout ça, c'est un calcul masqué. Oui, mais enfin, vous affirmez les arguments depuis tellement d'années et qui sont battus en brèche aujourd'hui par la réalité que... Est-ce qu'on peut s'exprimer? Le Français paye, le consommateur d'électricité français paye son kilowattheure 13 centimes d'euros. Le consommateur allemand le paye 24 centimes, c'est-à-dire pratiquement le double. Il est évident que la décision de sortir du nucléaire prise par le gouvernement allemand va renchérir encore le coût de l'électricité en Allemagne. Alors ça, je dirais, c'est l'affaire des Allemands. S'ils veulent payer leur électricité encore plus cher, c'est leur affaire. Ce qui est plus préoccupant et plus ennuyeux, et je parle d'un point de vue environnemental maintenant, c'est que, en décidant de sortir du nucléaire, ils vont automatiquement, inéluctablement, être conduits à mettre en service des centrales à charbon et à gaz. Ça va aggraver les rejets de CO2 et ça va aggraver le réchauffement climatique. Qu'est-ce que Mme Merkel est une mauvaise économiste et une mauvaise gestionnaire de son pays, alors que il paraît que c'était la meilleure amie de M. Sarkozy, et tout d'un coup... Mais vous rentrez dans un autre débat politique. J'ai une question précise. C'est très important quand même. Alors, quels sont les arguments aujourd'hui que vous mettez en avant pour que la France prenne, selon vous, la même décision que l'Allemagne? D'abord, on ne pourra pas prendre exactement la même. Ils sortent en 10 ans. Nous, c'est plutôt en 20 ans qu'on pourra le faire parce qu'on a pris beaucoup de retard, évidemment. L'Allemagne avait largement anticipé sur sa sortie. Ce qu'il faut, c'est évidemment développer une politique de réduction de consommation énergétique, ce qui est évidemment systématiquement oublié par les promoteurs du nucléaire. C'est une politique de développement des énergies renouvelables. On a compris que vos opinions sont très tranchées. Il faut arrêter de baser nos économies sur des énergies de stock. Le charbon, le pétrole, le gaz et l'uranium sont des énergies de stock qui sont en quantité limitée. Il faut se baser sur des énergies de flux, c'est-à-dire des énergies qui sont basées sur des ressources renouvelables, l'éolien, le solaire, le maritime, la biomasse, la géothermie. Toutes ces énergies-là sont les énergies d'avenir. Et là, en voulant nous maintenir dans le tout nucléaire, évidemment, on tourne le dos au futur. Francis, je vais vous laisser la conclusion. Je vais juste préciser à nos téléspectateurs la question avec notre partenaire, le Figaro.fr. Elle concerne évidemment ce thème, ce débat. La voici. Comme l'Allemagne, la France doit-elle renoncer au nucléaire? Non pour 72% des votants, oui pour 23% d'entre vous. C'est avec le Figaro.fr. Denis Baupin. On laisse le mot de conclusion à Francis Sorin. Je pense que l'hypothèse que vous formulez, Monsieur Baupin, sur la nécessité de faire des économies d'énergie, moi je suis d'accord, évidemment. Donc faire des économies d'énergie. S'il vous plaît, c'était le mot de la fin. On peut pas repartir dans le débat. Est-ce que je peux m'exprimer? Non mais je vous pose la question. Il faut dire des choses concrètes pour les Français. On arrête le chauffage électrique? Est-ce que je peux m'exprimer? J'ai le sentiment. C'est le mot de la fin. J'ai le sentiment que dans ces hypothèses d'économie d'énergie, les partisans de la sortie du nucléaire sont complètement irréalistes. Et qu'ils sont complètement irréalistes sur l'apport possible des énergies renouvelables, éoliennes et solaires. C'est pas avec des éoliennes et des panneaux solaires qu'on fera marcher notre réseau SNCF. Ils produisent aujourd'hui dans le monde plus que le nucléaire dans le monde. Voilà, plus le que le nucléaire, vous l'avez vu. Il n'y a pas besoin de renouvelables. dire aux téléspectateurs que le débat s'est invité en France. On le voit ici dans le 22h. Merci beaucoup, messieurs. On aura sûrement l'occasion d'en revenir sur ce thème. Et tout de suite dans le 22h, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé pour vous ce soir par Pierre Bond-Joseph et Flora Ngando. Une fillette de 8 ans est morte aujourd'hui à Joué-les-Tours, fauchée par une camionnette de gendarmes. 25 personnes, dont 23 enfants, ont été touchées. Bilan encore provisoire. Ce soir, 16 blessés, dont 7 graves. La classe de Joué-les-Tours rejoignait un stade proche de leur école lorsque la camionnette aurait dérapé sur une plaque d'huile. L'hypothèse n'a pas été confirmée par la préfecture. Nicolas Sarkozy, ce soir, demande une enquête. Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, et Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, feront le déplacement demain matin. Le gendarme qui conduisait l'engin a été placé en garde à vue. Une marche silencieuse s'est déroulée ce soir dans la banlieue de Tours. À la crème ou en vinaigrette, les Russes n'en mangeront plus après la Belgique. Aujourd'hui, la Russie a annoncé son intention d'interdire l'importation des concombres allemands et espagnols suspectés d'être vecteurs de la bactérie tueuse qui a fait aujourd'hui 4 nouveaux morts outre-Rhin. Moscou pourrait étendre sa décision à tous les pays de l'Union européenne. L'Espagne qui demande à l'Union européenne justement des réponses pour les dommages irréparables provoqués par la suspicion de sa production de curcubitacées.
Milan, ville natale et fief électoral de Silvio Berlusconi, est désormais passé à gauche. C'est avec le slogan « La force gentille pour changer Milan » que Giuliano Pisapia, candidat avocat pénaliste de 62 ans, très engagé à gauche depuis sa jeunesse, remporte les municipales face à la maire sortante donnée favorite, Letizia Moratti, du Parti du Peuple de la Liberté. Pris dans la tourmente des affaires, le Cavaliere tête de liste sort affaibli d'un scrutin transformé par lui-même en scrutin national. En dehors de Milan, Naples et Trieste sont aussi passés à gauche. Non, il n'a pas changé d'avis. Interrogé sur le RSA, revenu de solidarité active, mesure sociale phare du quinquennat Nicolas Sarkozy, le secrétaire d'État aux affaires européennes Laurent Wauquiez maintient son jugement. Dans l'émission Terrain politique, il évoque un choix à faire entre le RSA et la valorisation du travail. Quelqu'un qui aujourd'hui a le RSA va avoir en plus un certain nombre d'aides. L'APL, la gratuité des transports publics, la CMU, une prime de Noël, une réduction de frais d'eau, d'électricité et de téléphone. C'est normal d'aider les gens. Le problème, c'est que quand il va reprendre un emploi, il va perdre toute une partie de ça. Et donc pour lui, vous ne pouvez pas aller lui demander d'aller revenir travailler, puisqu'il va perdre de l'argent. De la pédagogie sur les radars en déplacement dans la Somme, Claude Guéant a tenté aujourd'hui d'éclaircir la position du gouvernement sur la question sensible de la sécurité routière. En concertation avec les élus, 2200 radars indicatifs seront donc bien installés avant la fin 2011 sur tout le territoire, parfois en amont des radars automatiques. Il y aura l'installation de radars pédagogiques qui rappelleront à l'automobiliste la vitesse à laquelle il circule. Il n'est pas sanctionné, mais l'automobiliste de bonne foi respectera ainsi la vitesse limite. Et puis pour le chauffard, bien tant pis pour lui. Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur a confirmé que tous les panneaux avertisseurs seront bel et bien démontés. Et l'actualité, c'est aussi le gouvernement qui demande des explications aux pétroliers. La ministre de l'économie, Christine Lagarde, veut comprendre pourquoi les prix à la pompe n'ont pas baissé avec la baisse des prix du carburant. De leur côté, les compagnies pétrolières et les distributeurs de carburant se disent surpris par la réaction de la ministre. Tous les détails avec Aurélien Romano. Depuis un mois, le pétrole baisse, mais cette baisse ne se retrouve pas à la pompe. Le constat de la direction de la répression des fraudes, demandé par Christine Lagarde, est sans appel. Sur les 2 premières semaines de mai, le litre de gazole aurait dû baisser de 6 centimes et le samplon de 4 centimes. Mais les observations réelles sont beaucoup plus faibles. Le gazole n'a baissé que de 3 centimes au lieu de 6 et le samplon a à peine diminué. Dans les stations, les prix restent très élevés. Un véritable enjeu politique pour le gouvernement malmené sur le dossier des radars et très attentif au débat sur le pouvoir d'achat. Si nous ne recevons pas les explications appropriées qui justifient le non-respect de l'engagement des pétroliers, alors nous prendrons des mesures. Nous serons extrêmement fermes sur le sujet. Une fermeté qui prendra d'abord la forme d'une réunion avec les professionnels du secteur. Ils seront rappelés à leur promesse de répercuter pleinement et rapidement les baisses des prix du brut. La marge de manœuvre est de toute façon limitée pour le gouvernement. Les prix sont libres, donc malheureusement, ils n'ont aucun moyen d'obliger les distributeurs d'essence à répercuter ces baisses. Alors, le fait déjà de faire des contrôles et de montrer qu'ils ne jouent pas le jeu, ça devrait avoir un impact. Des contrôles et une médiatisation des résultats qui permettent au gouvernement de maintenir la pression sur les industriels, tout en se montrant attentif aux automobilistes. Il est l'invité du 22h, Jean-Louis Chilansky. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes le président de l'Union française des industries pétrolières. Alors la ministre de l'économie, Christine Lagarde, a exigé des explications. Le gouvernement veut comprendre pourquoi la baisse des cours du pétrole en début de mois n'a été que partiellement répercutée sur les prix à la pompe en France. Que leur répondez-vous? On leur répond d'abord que cette étude qui a été faite par la DGCCRF prend 2 points très précis dans le temps et que sur une période aussi courte, il est difficile de tirer des conclusions significatives. Le marché pétrolier, que ce soit au niveau des carburants ou au niveau du prix du pétrole brut, doit s'analyser sur une plus grande période. Vous leur dites patience, patience. Non, on ne leur dit pas patience, mais on leur dit si on avait pris 7 jours avant ou 7 jours après, on n'aurait pas forcément vu les mêmes résultats. Sur cette période-là, si on prend 2 mai, 15 mai, c'est vrai qu'il y a une répercussion incomplète de la variation du prix du brut sur cette même période.
Mais 3 jours après, les prix du samplon 95 baissaient de façon assez considérable. Et donc, en changeant la période, on aurait trouvé d'autres conclusions. Donc, pour que les téléspectateurs, les consommateurs, ceux qui utilisent leur voiture comprennent, ils n'ont pas été floués, pas du tout. Mais ils n'ont pas été floués sur la période, en tous les cas. Nous, on suit ça au jour le jour. Et quand on regarde aujourd'hui les prix de fin mai par rapport au prix de fin avril, on constate que le brut a baissé de 10 $ le baril, c'est vrai, mais que les prix des carburants à la pompe ont baissé exactement dans la même proportion. 4 centimes d'euros du litre pour le samplon 95, 6 centimes d'euros du litre pour le gazole. Est-ce que la question de la ministre vous a surpris ou est-ce que vous vous attendiez à ce qui ressemble quand même fort à une mise en garde, à un avertissement? On a été très surpris parce que nous, on n'avait pas vu ce que la DGCCRF a vu dans une période de temps très, très courte et très rapprochée. Nous regardons les évolutions de prix sur une assez longue durée, au jour le jour d'ailleurs, tout le temps. Et quand on regarde cette évolution, on n'avait pas vu, en tous les cas, de dysfonctionnement du marché, de dysfonctionnement du marché des carburants. Vous pensez que vos explications vont convaincre aujourd'hui les services de Bercy? Vous n'aviez pas vu? Non, je ne sais pas si on va les convaincre. On va simplement leur donner nos séries de chiffres. On va leur dire, voilà, sur 2 mois, voilà ce qui s'est passé. Les prix du samplon 95, le prix du gazole, voilà le prix du pétrole brut. Et on verra à ce moment-là que le marché a réagi normalement. Alors Jean-Louis Chilansky, pourtant la ministre a laissé entendre hier que le gouvernement pourrait forcer les compagnies pétrolières et les distributeurs de carburant à diminuer ces prix du litre d'essence. Comment vous réagissez ? Alors ça c'est une toute autre question, parce que le marché des carburants en France est un marché libre, c'est un marché très concurrentiel, les grandes surfaces ont environ 60% du marché de détail, et donc concrètement, on peut toujours faire quelque chose, on peut toujours réglementer, mais c'est revenir en arrière sur le principe d'un marché libre. Et ce marché libre et concurrentiel fait d'ailleurs que les prix hors taxes français sont parmi les plus bas d'Europe, si on les compare à ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne ou en Italie, on a les prix hors taxes les plus bas. Et donc, c'est l'effet du fonctionnement du marché. Alors, deux éléments maintenant pour vérifier en fait que font les pétroliers, les compagnies pétrolières. Il n'y a pas si longtemps, le gouvernement, Éric Besson, Christine Lagarde, avait envisagé de mettre à contribution les distributeurs pétroliers ils avaient exclu le tarif social de l'essence. Ce n'était pas une bonne idée selon Christine Lagarde, mais on parlait d'une contribution de 115 millions d'euros. Où en êtes-vous ? La taxe, elle est effective. Les distributeurs pétroliers vont être taxés de 115 millions d'euros. Le texte est sorti, donc d'ici la fin de l'année, on va payer 115 millions d'euros au Trésor public. Une autre mesure, les chèques carburant, c'est toujours à l'ordre du jour? Non, ça je crois que c'est pas vraiment à l'ordre du jour. D'ailleurs, faire très attention quand on commence à créer de la monnaie en quelque sorte, il peut y avoir des effets très, très négatifs. Alors, votre réaction sur un autre sujet d'actualité très important. Nous vivons actuellement une redistribution des cartes dans le domaine énergétique. Oui. L'Allemagne a annoncé la fermeture de toutes ses centrales nucléaires d'ici 2022. Qu'en pensez-vous? Alors ça, c'est une décision très, très, très importante et qui sera certainement très difficile à mettre en place. Parce que sortir du nucléaire dans un délai d'une dizaine d'années, ça veut dire qu'on aura trouvé des alternatives à la production d'électricité d'origine nucléaire. Or, ce n'est pas du tout évident aujourd'hui qu'on puisse substituer des quantités aussi massives de production d'électricité avec ce que nous avons, à moins d'avoir recours massivement aux énergies fossiles, ce qui pose d'autres problèmes. Et donc, atteindre cet objectif, c'est vraiment, comme on dit en français, challenging. Alors, des alternatives comme peut-être le gaz de schiste dont on parle beaucoup en ce moment. Le texte sur l'exploitation de ce gaz arrive après-demain ici au Sénat. Les sénateurs d'ailleurs sont pour une exploitation expérimentale. Ils ne ferment pas donc la porte à l'exploitation du gaz de schiste. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous? Pour nous, ça va dans le bon sens parce qu'effectivement, quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, sortir du nucléaire, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres sources d'énergie pour produire de l'électricité. Le gaz en est une, c'est plus propre que le pétrole, ça émet moins de CO2 en tous les cas, et donc l'alternative du gaz de schiste devient une vraie alternative, et c'est pour ça que nous disons, en vue du débat parlementaire qui a lieu, laissez-nous expérimenter, ne ratons pas cette opportunité pour le pays. Quels que soient les dangers pour l'environnement ou autre. On n'en est pas là, on dit simplement, expérimentons, faisons des projets pilotes de façon à montrer, à démontrer et à rassurer surtout, parce qu'il y a eu une campagne émotionnelle
considérable qui a fait que finalement la représentation parlementaire est sur le point d'interdire complètement l'exploitation du gaz de schiste. Nous disons, laissons une toute petite porte ouverte pour voir ce que c'est. Voilà, le message est probablement passé. Merci beaucoup Jean-Louis Chilinski d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Et on arrive à la fin de ce 22h. Je vous en rappelle le principal titre, c'est Jean-Louis Borloo qui fait un pas de plus vers 2012. Le président du Parti radical affirme dans un entretien à paraître demain dans La Voix du Nord sa volonté d'être candidat pour, je cite, gagner l'élection présidentielle. Il précise néanmoins qu'il officialisera cette candidature entre l'été et l'automne. Voilà, à suivre à présent votre émission politique, terrain politique. L'invité de Gilles Leclerc, c'est le ministre Laurent Wauquiez. Ça se passe au Puy-en-Velay. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain. L'information politique et parlementaire en temps réel, c'est sur l'application iPhone de Public Sénat. Informer, expliquer et partager pour être à la pointe de l'actualité politique. Bonjour à tous et merci d'être à nouveau présents pour un nouveau numéro de Terrain politique. Nous sommes aujourd'hui en plein cœur de la France des territoires, au Puy-en-Velay exactement, département de la Haute-Loire, en pleine région Auvergne, avec Laurent Wauquiez, le maire de cette commune et ministre chargé des Affaires européennes. Et puis cette émission, il faut le dire, se déroule ici au sein du Conseil général qui nous accueille. On les remercie. Bonjour en tout cas Laurent Wauquiez. Bonjour. On connaît cette commune, ville historique, ville-étape sur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. On peut l'imaginer, vous êtes très attaché, comme d'ailleurs tous les maires, à votre ville, mais en même temps, quand on est ministre et qu'on voyage beaucoup, c'est notamment le cas pour vous, puisque vous êtes chargé des dossiers européens. Comment vous pouvez faire dans votre emploi du temps? Vous arrivez à tout concilier? D'abord, la première chose, c'est que ça me permet de revenir chez moi avec une conviction. C'est que ma ville, c'est la plus belle ville d'Europe. Et c'est vrai, je trouve d'ailleurs l'axe de vue que vous avez choisi montre aussi tout le cadre du bassin du Puy. C'est une ville qui est magnifique, qui a beaucoup de caractère et qui est surtout une ville profondément européenne. Le lieu où on est, c'est le point de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est le premier itinéraire européen culturel. C'est la première fois que des gens de toutes les nationalités au Moyen-Âge étaient partis en direction de l'Espagne. Donc tout ça coïncide, c'est parfait pour vous en fait? Non, il faut aussi être capable de gérer les confrontations entre les deux. Je vais vous en donner un exemple. Quand je suis arrivé en m'occupant de l'Europe, moi j'étais très sur comment construire des coalitions avec les différents pays, comment travailler avec l'Allemagne pour faire avancer nos dossiers. Et quand je suis revenu chez moi, ils m'ont dit, tu sais ce qui serait bien, c'est que tu arrives à simplifier les dossiers européens. Parce que nous, quand on doit remplir un dossier pour le Fonds social européen, c'est 150 pages. Quand une collectivité locale a besoin d'une aide d'aménagement,